Bonjour tout le monde. Il y a Bonjour. déjà une question, Eric. Bonjour Le à tous. live a démarré. Le live vient de démarrer. Et je suis trop contente qu'on puisse parler de ce sujet, donc en compagnie de Calista et de Benjamin, sur le sujet de l'IA, les clés pour une pratique responsable. Du coup, on va être ensemble pour environ 45 minutes. Et on aura 10 minutes de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat. Comme ça, on pourra les sélectionner et répondre à la toute fin. Et bonjour tout le monde, on va attendre un petit peu les derniers retardataires et à 13h02, on peut se dire qu'on commence. Il y a de l'écho. Est-ce qu'il y a uniquement Marjorie qui a ce souci ou est-ce qu'il y a de l'écho pour d'autres personnes? C'est peut-être le son qui n'est pas fermé pour les autres speakers, je pense. Bon, parfait. Alors, il est 13h02. Est-ce que tu peux retester maintenant pour voir? Ouais. C'est bon. Est-ce Bon, que tout le monde apparemment, c'est bon. entend toujours bien ou est-ce qu'on a... Ok, nickel. Bon, parfait. Du coup, enchantée. Moi, c'est Mathilde. Je suis marketing manager chez Carbo. Donc, je vais vous dire en 2-3 mots qu'est-ce que c'est Carbo. Donc, nous, on est une solution web de référence en France pour mesurer, réduire et valoriser l'impact carbone des entreprises. Donc, aujourd'hui, on est à plus d'1 million de tonnes de CO2 évitées par nos services et plus de 1000 entreprises accompagnées. Donc de mon côté, Benjamin Morand, enchanté également. Donc je travaille pour Positive Company et je suis consultant RSE. Il n'y avait pas de son, Benjamin. Je ne sais pas si je suis la seule. Il y avait d'autres personnes aussi. Je pense que tu actives peut-être Ah, Benjamin. est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah ok, Ouais, c'est bon. Autant pour moi, donc je vais refaire. Petit souci. Donc, très rapidement, Benjamin Morand, consultant RSE chez Positive Company. Positive Company, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil qui fait 3 activités principalement. Donc, une activité de label qui certifie un certain niveau de pratique RSE au sein des entreprises. Une activité de scoring également, qui évalue la chaîne de valeur d'un point de vue RSE en amont de l'activité de l'entreprise. Et enfin, une activité plus de conseil et notamment autour de la conformité réglementaire et de la CSRD. Voilà en quelques mots. Je laisse la main également à Calista. Merci beaucoup, Benjamin. Je suis très contente d'être ici et aujourd'hui, je représente Resilio, qui est une start-up qui est basée en Suisse, du coup à Lausanne. On est aussi ancré en France. Et on est une équipe de 25 experts passionnés, expérimentés dans le numérique responsable. Donc, notre mission, c'est d'analyser le numérique pour voir comment est-ce qu'on peut réduire ses impacts négatifs. Et pour ça, on a différentes activités telles que le développement d'outils, le conseil et aussi de la sensibilisation et de la formation. Je te laisse la main, Mathilde. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, les enjeux de l'IA, donc en particulier les enjeux environnementaux et sociaux. Ensuite, comment en faire un levier de transformation durable. Et enfin, s'outiller pour une pratique responsable. Donc, je vais commencer par pourquoi on se rejoint aujourd'hui sur ce webinaire. Nous, on a identifié 3 points clés. Donc, le premier, c'est qu'il y a aujourd'hui une adoption massive et rapide de l'IA en entreprise. Donc, la taille du marché de l'IA, elle va atteindre d'ici à 2032 des chiffres assez astronomiques. Et les risques environnementaux, sociaux et éthiques majeurs que ça représente aussi. Donc, notamment des pressions sur les ressources qu'on va voir tout à l'heure, les questions aussi de souveraineté et de gouvernance des modèles. Et enfin, il y a toute une responsabilité collective à construire, et c'est ce dont on va parler tout à l'heure aussi. Donc, comment créer des cadres de confiance, des usages vraiment utiles, et aussi s'assurer que l'IA elle sert à un intérêt qui est général et pas seulement une performance court-termiste.
Hop, je passe la main à Kalista. Merci. Et avant de tout ce webinaire sur l'IA responsable et comment est-ce qu'on peut utiliser des leviers pour qu'ils deviennent plus responsables, on va d'abord poser les bases et se dire, OK, c'est quoi l'IA? Donc l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, à chaque fois qu'on va trouver des définitions, on va voir que c'est assez vague, que c'est pas très concret. Et pour vous expliciter ça, j'ai pris deux définitions. La première, c'est d'une norme ISO sur l'IA, l'intelligence artificielle, qui dit que c'est un système technique qui génère des sorties telles que du contenu, des prévisions, des recommandations ou des décisions pour un ensemble d'objectifs définis par l'humain. Sinon, j'ai aussi pris la définition de Liane Lequin, qui dit que l'IA est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes notamment réservés aux humains. Donc, on dit que c'est assez vague parce que ça veut dire quoi? Des tâches réservées normalement à des humains, des animaux. C'est des choses, en fait, on voit que c'est un domaine qui est assez large. Mais les deux points principaux qu'il faut retenir avec l'intelligence artificielle, c'est que d'abord de un, c'est une copie de l'intelligence humaine. Ça veut dire que l'IA, quand elle est née, elle ne sait rien. Il faut lui apprendre des choses grâce à des données pour qu'elle sache faire des tâches ou prévoir des choses. Et le deuxième point, c'est qu'elle est basée sur la probabilité. Il n'y a pas vraiment de notion de vrai ou de faux avec l'IA. C'est vraiment quelle est la plus forte probabilité pour avoir une réponse suite à une question. Donc, c'est vraiment deux concepts qui vont être la base pour comprendre les conséquences de l'IA et qu'on va vous donner après. Et voilà, pour se mettre en jambe, on vous propose un petit QCM, un petit quiz pour avoir des informations clés, des ordres de grandeur sur l'IA aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente. Et après, on va creuser un petit peu en détail les sujets. Donc, n'hésitez pas à rebondir dans le chat si ça vous va, à répondre aux questions directement en live. Et après, on répondra aux questions et on développera. Pour la première question, donc, la part d'entreprises qui utilisent l'IA en France, vous pensez qu'elle se monte à combien? À partir de plutôt 15%, 35%, 45%? Ok. Donc là, je vois du 45, 15, 35%, 35, 35, 35, 45. Ok. Donc 35, 45, ça revient pas mal. Ah, 15 aussi. Et c'est donc 35%. Petite data à côté, donc il y a 63% des entreprises utilisatrices qui constatent en parallèle des gains de productivité. Donc voilà, d'où aussi l'ordre de grandeur assez conséquent et qui devrait normalement dans les années à venir s'amplifier. Deuxième question, donc, combien d'émissions de CO2, à votre avis, le modèle d'IA ChatGPT a généré lors de son entraînement? Alors, l'entraînement, c'est quoi? C'est avant qu'une IA soit opérationnelle et mise en place, il faut l'entraîner pour qu'elle soit apte à répondre aux questions. Donc, selon vous, combien d'émissions de CO2 juste l'entraînement de ChatGPT a pu émettre en termes d'émissions de CO2? Pour ceux qui ont des connaissances éventuellement en notion carbone. Ok, 500 tonnes. Pas mal de 500 tonnes qui reviennent. Effectivement, c'est bien 500 tonnes. Donc l'entraînement d'un modèle donc type GPT-3 donc aurait mis plus de 500 tonnes et c'est l'équivalent en fait de 120 foyers américains sur un an. Donc c'est assez conséquent. Si on passe à la troisième question, cette fois-ci plus sur la consommation d'eau qui est nécessaire également pour l'entraînement de ChatGPT, selon vous. Donc est-ce qu'on est à hauteur de 7000 litres, 70 000 litres, 700 000 litres d'eau? Après, on répondra à la question pourquoi on a besoin d'eau pour l'IA. 700 000, 70 000, 700 000, 700 000, ah non, 70 000. Ok. Et donc, la réponse, c'est 700 000. 700 000 litres d'eau. Alors, à quoi sert l'eau? En fait, elle sert à refroidir les data centers. Donc, l'IA, elle va avoir besoin de beaucoup de data pour fonctionner. Et donc, ça va faire surchauffer les data centers quand les calculs sont réalisés. Dernière question pour se mettre en jambe, et cette fois-ci, c'est concerne en quoi l'IA peut-elle contribuer à la transition écologique selon vous? Donc réponse A, en accélérant la production d'énergie fossile, en remplaçant les experts humains dans toutes les tâches,
ou en optimisant les consommations d'énergie, les flux logistiques et les émissions de CO2, à votre avis? On peut peut-être répondre A, B ou C, plutôt que toutes les réponses dans le chat. Donc en optimisant, réponse C, C, A, B, ok. Donc la réponse, c'est bien en optimisant les consommations d'énergie, les flux logistiques et les émissions de CO2. Donc pour information, l'IA elle permet en fait de pousser l'analyse des données de manière générale, donc, et notamment sur l'environnement, donc l'aspect énergétique, climatique, industriel, pour optimiser les performances. Maintenant, on va passer à la partie suivante et je laisse la main à Mathilde. Moi, je vois qu'il y en a certains qui sont déjà experts sur les enjeux environnementaux, donc c'est hyper chouette. Donc là, en fait, ce que je voulais voir avec cette partie, c'était concernant l'empreinte carbone, donc l'impact environnemental de l'IA, et de voir un petit peu les différents flux qu'il pouvait y avoir. Donc en premier, on l'a vu, c'est l'entraînement du modèle, qui va représenter à peu près 20-30% de l'impact CO2 équivalent. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les câbles Internet, donc notamment les câbles sous-marins. Donc, ça va être la communication et les réseaux. Donc, ça va être 3% de son impact. Avec évidemment partie câble sous-marin qu'on voit juste à droite, qui est indispensable pour la communication. La partie réseau électrique et aussi la partie surtout data center, donc l'utilisation du modèle. Donc, ça va être plus de 48% de l'impact CO2. Et enfin, donc l'utilisateur, donc finalement, ça va être nous. Donc, l'utilisation des terminaux avec 27% de l'impact CO2 équivalent. Donc, on voit en fait que l'impact, il est quand même assez important, surtout sur la partie data center, et que finalement, l'entraînement du modèle, c'est important avec les utilisateurs, mais que ça reste vraiment la partie data qui va être le plus important sur la partie impact environnemental de l'IA. Et je voulais qu'on prenne un exemple un peu plus concret sur ChatGPT, donc sur les enjeux environnementaux. Et j'avais pris donc 2 exemples. Donc, c'était la génération de CO2 équivalent de ChatGPT par jour et ensuite la génération de CO2 équivalent de ChatGPT par requête. Donc, je vous avais mis des petits équivalents que je trouvais assez intéressants. Donc, par jour, donc ça représente environ 8600 kilos de CO2 équivalent. Donc, ce qui est équivalent à environ 3,5 millions d'emails et 65 millions de litres d'eau du robinet, par exemple. Et ensuite, la partie par requête, où là, du coup, l'impact, il paraît pas si énorme que ça. Donc, c'est 4,3 grammes. Donc, ça représente 3,5 recherches sur le web, 32,6 litres d'eau du robinet, par exemple. Sauf qu'on se rend compte, en fait, que en fait, quand on cumule par jour, ça fait quand même un impact assez énorme, sachant que généralement, on ne fait pas forcément qu'une requête par jour. Donc, je trouvais ça assez intéressant de vous montrer ces différents impacts. Et je vois que Calista a eu un petit problème de connexion. Donc, si ça te va, Benjamin, je vais peut-être passer à ma partie sur la partie impact écologique pour demain, le temps qu'elle puisse se connecter. Très bien, faisons ça. Super. Donc, du coup, sur la partie impact écologique, Calista est revenue, donc je vais pouvoir lui repasser la main sur cette partie. Hop, sur la partie les impacts globaux de l'IA sur les enjeux environnementaux. Et ton micro est coupé, Calista. Il faut juste que tu remettes ton micro. Voilà, parfait. C'est bon ou pas? C'est bon. Oui. Ok, super, désolée, je vous entendais toujours, je pensais que tout allait bien, mais non. Me revoilà. Donc, Mathilde a juste présenté un sorte de use case avec le chat GPT et on a vu que en fait, si on additionnait toutes les requêtes qu'on faisait, ça commençait à faire beaucoup. Et faire beaucoup, ça veut dire quoi concrètement? C'est ce que je vais vous montrer ici parce qu'on a pris les impacts globaux de l'IA. Si on prend l'IA en entièreté, on a 3 indicateurs. Premièrement, le climat, que par exemple, les serveurs configurés pour l'IA représentent 4% des émissions de gaz à effet de serre du numérique en 2023. 2023, c'est les chiffres les plus récents qu'on a. Et on peut se dire que 4%, c'est pas beaucoup, mais si on le compare à toute la flotte des ordinateurs portables, on voit que c'est l'équivalent. Donc l'IA, c'est
équivalent à l'impact de tous les PC qu'on peut avoir dans le monde. Ensuite, si on passe à l'énergie, on voit que les serveurs configurés pour l'IA représentent déjà plus de 18% de la consommation électrique des serveurs des data centers. Alors qu'en fait, ces serveurs configurés représenteraient 8%. On voit qu'en fait, comparé aux autres serveurs, les serveurs qui sont configurés pour l'IA dépensent beaucoup plus d'énergie. Ensuite, en termes de ressources, on voit que l'IA devrait représenter 7 à 8% de la consommation estimée de cuivre d'ici 2050. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur beaucoup d'indicateurs, et surtout sur tous les indicateurs environnementaux, l'IA fait une explosion des impacts. Ça, le secret global, en fait, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, je me suis dit, OK, si les géants de la tech, quelques Microsoft ou Google, ça donne quoi? Et on voit que pour les deux cas, donc pour des méga entreprises qui sont internationales, qui ont un impact partout, en fait, on voit que dans le cas de Microsoft, l'IA fait grimper les émissions de gaz à effet de serre de Microsoft de 30% entre 2020 et 2023. Ça, c'est seulement pour l'IA, une entreprise aussi grande que Microsoft. C'est le même cas pour chez Google, parce qu'elle est largement responsable de la moitié de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis 2019. Et on voit que juste l'IA, ça permet d'augmenter des géants de la tech. Et ça, c'est pour l'impact direct, mais il y a aussi des impacts indirects. Parce que si on voit pour le cas de Google, en fait, Google avait des objectifs climatiques d'ici 2030. Donc, ils voulaient être carbone neutre. Et en fait, l'IA, à cause de l'augmentation qu'elle procure à Google, on va dire, en fait, ils voient que ce n'est pas compatible. Ils ne peuvent pas faire de l'IA et être carbone neutre d'ici 2030. Donc, il faut faire un choix. Et Google a choisi l'IA. Donc, les objectifs climatiques de Google ne vont pas être respectés d'ici 2030. Il y a d'autres impacts comme le fait de se convertir dans l'électricité ou l'énergie, c'est-à-dire dans le nucléaire en France, pour étancher le besoin énergétique toujours plus important de l'IA. C'est ce qu'on voit avec l'article qui est en haut. C'est le cas de Microsoft, Amazon et Oracle. En fait, ils s'investissent massivement soit dans des réacteurs nucléaires, soit dans les startups pour faire la fission nucléaire optimisée. Et puis, on voit qu'il y a d'autres impacts indirects qui sont un peu plus pervers que ça. On voit que dans le cas avec ChatGPT, ou l'abonnement OpenAI, avec l'abonnement ChatGPT Pro, ChatGPT Pro, c'est un abonnement à $200 par mois. Et en fait, on voit que ça fait perdre de l'argent à OpenAI. $200 par mois, c'est énorme et ça n'étanche pas du tout la soif énergétique qui est utilisée par les IA pour l'IA, quoi. Et donc, on peut se poser la question, comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que ça soit viable économiquement? Et c'est la question que Microsoft se pose. Et par exemple, ils sont en train de parler de peut-être promouvoir des idées ou faire des sponsors pour leurs IA. C'est-à-dire que si c'était dans le cadre de ChatGPT, quand on demanderait une question à ChatGPT, il y aurait des choses qui sont plus mises en avant que d'autres, parce qu'ils auraient acheté le poids, on va dire, de ChatGPT. Et on peut voir toutes les conséquences que ça peut avoir après. Je te passe la main, Mathilde. Hop. Je vais le remettre. Alors, sur la partie « Quel impact écologique pour demain ?» Donc, je pense qu'on l'a un petit peu initié dans cette première partie. Mais du coup, je trouvais ça assez intéressant de vous montrer ce graphe avec du coup une prévision négative, une prévision réaliste et une prévision positive. Donc, selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, l'IA devrait consommer autant que le Japon dès 2030. Donc, cela est dû à la démocratisation, notamment de l'usage de l'IA et à la puissance des modèles. Donc, ça, il faut garder en tête du coup que, évidemment, si on a un usage responsable, la prévision positive sera plutôt celle privilégiée.
Et si évidemment, on n'a pas un usage responsable et que du coup, on continue à utiliser l'IA massivement sans faire attention, du coup, ce sera plutôt une prévision négative. Mais aujourd'hui, on sera plutôt vers une prévision, on va dire, réaliste, donc de 945 d'ici 2030. Et vous le voyez un peu aussi, du coup, la consommation d'électricité des data centers, elle a augmenté au fur et à mesure, donc avec notamment le lancement de ChatGPT en 2022, alors que c'était quand même relativement stable jusqu'en 2019. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous parler aussi de l'utilisation de l'IA, donc sur la partie bilan carbone et ACV. Donc j'ai pris notamment l'exemple qu'on a chez Carbo avec notre produit analyse de cycle de vie. Donc du coup, ça nous permet en fait à nous de déléguer une toute petite partie à l'IA, donc sur la partie inventaire. Donc par exemple, lorsqu'on a un produit utilisé et qu'on n'a pas forcément de données précises sur la production et sur la partie du coup usage et fin de vie, qui sont aujourd'hui basées sur des hypothèses qu'on va faire. Donc aujourd'hui, c'est réalisé habituellement par des consultants, donc ça peut être des choses qui sont assez coûteuses. Et nous, le rôle de l'IA qu'on va en faire, ça va être rechercher, extrapoler des données manquantes. Donc, du coup, c'est permettre d'avoir une meilleure précision, en fait, lors de notre analyse de cycle de vie qu'on va intégrer à notre bilan carbone ensuite. Ça va fournir, du coup, des estimations d'impact, donc dans le même ordre de grandeur qu'on le fait aujourd'hui humainement. Et ça va ajouter aussi de la pédagogie et de la transparence. Donc, ça va permettre d'expliquer les sources et les raisonnements derrière, du coup, le calcul qui va pouvoir être fait. Donc, il faut bien garder en tête, en fait, que l'IA, ça peut être un avantage quand c'est ajouté, en fait, à un produit existant, mais quand ce n'est pas tout le produit. Donc, nous, on aime bien dire chez Carbo que les étapes humaines, elles sont toujours nécessaires, mais que l'IA peut permettre sur certains sujets, notamment les sujets de collecte, d'adaptation, d'être un peu plus performant et plus précis. Donc, évidemment, lorsqu'on calcule notre bilan carbone ou notre ACV de manière plus précise, ça nous permet aussi derrière de réduire de manière plus précise nos émissions. Donc, je trouvais ça quand même important de le rappeler que ça peut aussi être un atout dans certains cas l'IA. Et je vais passer la main du coup à Benjamin sur la partie enjeux sociaux de l'IA. Tout à fait, merci Mathilde. Donc pour commencer cette partie sur les enjeux sociaux, on voulait vous faire un point rapide sur comment l'IA pourrait soutenir en fait votre entreprise pour la soutenir dans sa RSE, dans sa responsabilité sociale. Il y a trois chiffres clés qui sont assez intéressants qu'on a vus à travers un baromètre social notamment fait par PwC. Là cette année, en début de cette année. Le premier point, c'est qu'il y a 56% d'emplois qui sont créés. Alors c'est vrai que c'est souvent un point qui est mis en avant, que l'IA détruit ou va détruire des emplois. Au final, ce qu'on observe plutôt, c'est que ça ne détruit pas les emplois. Il y a un glissement de compétences recherchées. Et in fine, mis bout à bout, ça va plus créer de l'emploi avec le développement de l'IA. Le deuxième chiffre clé qui est intéressant, c'est que le revenu au final par employé, il va être augmenté. Il y a vraiment une corrélation qui est à faire entre le ratio de productivité et la rémunération en fait, pour les salariés qui est aperçu. Troisième point, qui est un peu lié aux deux premiers points, mais c'est que in fine, c'est un avantage salarial pour les entreprises, enfin pour les salariés des entreprises. Puisque tous les travailleurs maîtrisant l'IA, ils vont bénéficier de salaires en fait plus élevés, et ça va aussi sécuriser leur emploi à long terme, puisqu'il va y avoir une évolution des exigences de qualification orientées sur l'IA. Après, concrètement, on peut citer quelques usages qui vont pouvoir soutenir la responsabilité sociale de votre entreprise. Encore une fois, c'est des exemples, c'est des applications concrètes, mais pour vous donner des idées. La première, l'IA peut soutenir l'accessibilité et l'inclusion, donc notamment via des outils pour des personnes en situation de handicap. Là, je pense aux outils d'IA d'accessibilité, donc tout ce qui est sous-titrage automatique, lecteur d'écran intelligent. Donc ça va pouvoir soutenir l'accès au numérique. Et il y a une étude qui a été faite justement par Microsoft qui montre que ça pourrait permettre pour près de 70% des personnes malvoyantes ou malentendantes d'avoir accès à du contenu. Et c'est actuellement pas possible. Le deuxième point, c'est sur l'apprentissage.
L'IA peut être utilisée comme un outil d'apprentissage personnalisé, c'est-à-dire que grâce à l'IA, on va pouvoir mettre en place, les entreprises pourront mettre en place des tutoriels adaptés au parcours et des personnes, des salariés, et répondre aux besoins spécifiques des salariés selon leurs compétences. Dans un troisième temps, va y avoir tout un point sur l'aspect santé et qualité de vie au travail qui va permettre d'augmenter de manière générale le bien-être et de réduire jusqu'à 25% le turnover. Comment? C'est notamment grâce à la détection des signaux faibles de mal-être. Il y a des entreprises qui utilisent aujourd'hui déjà des outils d'IA qu'on appelle de bien-être, donc par exemple des chatbots, d'écoute, des analyses de sentiments aussi. Et ces entreprises qui utilisent ces outils d'IA, elles constatent une réduction entre 20 et 25% de turnover. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite par Deloitte en 2023. Évidemment, vous en doutez, les opportunités liées à l'IA sont à nuancer. Il y a des choses à mettre en place, des points de vigilance à adopter. On en cite deux là sur cette slide. Donc, c'est faire intervenir une étape humaine dans la sélection des candidats pour éviter les biais, les risques qui peuvent être associés à ça. Et enfin, justement, en amont de chaque projet, c'est identifier les risques qui peuvent en découler. Mais je laisse la main derrière pour creuser cette partie sur les risques liés à l'IA. Merci beaucoup. Comme on l'a vu avec Benjamin, il y a des impacts sociaux qui peuvent être positifs, c'est ce qu'on appelle l'AI for good. Mais ce discours est beaucoup à nuancer, parce que déjà de 1, quand on regarde les personnes qui implémentent de l'IA ou qui créent de l'IA, on voit que les avantages éthiques, environnementaux, sociaux sont vraiment à la toute fin de leurs objectifs. Viser Je crois que Calista a eu peut-être un souci. Ah, Ouais. bon. Peut-être essaie d'enlever ta caméra, Calista. Peut-être que ton réseau n'est pas très stable. je vais... On voit que les objectifs socio-éthiques ne sont vraiment pas du tout la priorité pour les personnes qui implémentent de l'IA. Et aussi, on voit au niveau des risques sociaux et éthiques de l'IA qu'il y en a beaucoup et de diverses sortes. La première que je vais vous présenter, ça va être le risque cyber. C'est une analyse présentée par l'ANSSI qui présente 3 catégories de risques cyber. La première, c'est l'empoisonnement des données. Ensuite, il y a l'extraction d'informations et l'attaque par évasion. Pour les personnes qui s'y connaissent pas vraiment en cyber, il n'y a pas de souci. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a différentes façons d'attaquer la donnée en IA. La première, ça va être d'empoisonner l'entraînement de l'IA, ensuite d'extraire des informations confidentielles, ou sinon d'empoisonner ou d'attaquer l'IA lorsqu'elle est utilisée par d'autres personnes. On va voir un cas concret après. Mais je vais passer à l'autre risque qui est la perte de savoir. Je pense que tout le monde en a conscience que quand on crée une dépendance à l'IA ou quand on se base beaucoup sur l'IA, on tend à ne plus utiliser nos savoir-faire ou les connaissances qu'on a déjà de base. On se repose trop sur l'IA et du coup, il y a une réduction de la pensée critique. Et pour ensuite garder les savoir-faire, c'est plus compliqué parce qu'on se repose trop sur l'IA. Donc, si on a le risque de un jour perdre l'IA, il faut savoir comment pouvoir avoir les mêmes tests d'IA sans IA. Ensuite, on parle de fiabilité et de biais, parce que l'IA, comme on l'avait dit au début, avec la définition, ça se pose sur la probabilité. Ce n'est pas fiable. Il n'y a pas de notion de vrai ou de faux, c'est de la probabilité. Donc, il peut avoir des conséquences incroyables avec les erreurs d'algorithmes dans les institutions. Si vous vous rappelez, il y avait des conséquences avec la Poste, qu'il y avait un logiciel qui ne traitait pas bien les données et qui renvoyait, qui pensait qu'il y avait plein de personnes qui faisaient des erreurs qu'ils ne faisaient pas, et du coup, il y a eu une grosse vague de renvoi.
Et aussi, il y a des biais, parce que les données qui entraînent l'IA sont des données extraites de notre société. Comme notre société a des biais, forcément l'IA aura des biais. Et donc, on aura des perdurations de préjugés. Là, pour défaire cela, il faut essayer de savoir quel biais on a, quel biais l'IA a, pour ensuite les réduire. La quatrième risque, ça va être le perte de contrôle. Le perte de contrôle, ça va pas être comme pas forcément être comme les IA comme Terminator qui va tous nous tuer, ça peut être d'autres choses. Par exemple, l'utilisation malveillante, c'est ce qu'on voit dire avec les deepfakes pour manipuler l'information. C'est du contenu généré par IA générative. Ensuite, il y a tout ce qui est les conséquences de la compétition pour la suprématie. Parce qu'on voit qu'en ce moment, il y a une compétition avec toutes les IA, notamment génératives, parce que c'est ça qui est le plus démocratisé en ce moment, pour avoir la meilleure IA qui puisse exister, mais à quel coût derrière. Et aussi, il y a le risque d'IA malveillante. Donc, pas forcément à ce qu'on a dans les science-fiction comme Terminator, mais par exemple, si on met une IA en charge du déploiement énergétique dans une ville, et qu'on lui demande de réduire le coût énergétique d'une ville et qu'elle coupe l'énergie dans un quartier, elle a fait son boulot, mais typiquement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Donc c'est une IA malveillante parce qu'elle n'est pas bienveillante dans son fonctionnement, mais c'est un risque qui peut arriver et qui peut être très concret. Comme je vous ai promis un focus sur les risques de cybersécurité, on va parler du slope squatting. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, le slope squatting, c'est le fait d'enregistrer un package logiciel halluciné par une IA qui n'existe pas vraiment, mais qu'un hacker a généré pour créer un malware. Ce que ça veut dire, c'est que déjà, les IA, ça hallucine. Ça veut dire que ça peut créer des informations qui ne sont pas réelles. Et donc, si on crée une librairie de code qui n'existe pas, si elle n'existe pas tout court, il n'y a pas de souci, c'est juste que le code ne va pas exister. Mais si préalablement un hacker a découvert que l'IA halluciné ce package beaucoup de fois, s'il crée ce package qui porte le même nom, demander un code à cette IA et qui hallucine le même. Je crois que Calista a pas mal de problèmes avec sa connexion Internet. Donc, si tu veux, peut-être, Benjamin. Ouais, je vais enchaîner. Et puis, alors, bon, voilà. On a évoqué tous les risques qui étaient associés à l'IA. Donc, ce qui va être intéressant aussi de voir. Je vois que Calista revient. Donc, Calista, je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu avais éventuellement quelque chose à rajouter sur le slope squatting? Et tu es en mute aussi. Je pense que ça. Bon, je vais enchaîner. Et donc, voilà, la partie suivante, c'était, on voulait voir avec vous comment faire de l'IA un levier de transformation durable au sein de votre entreprise. C'est-à-dire quelles pratiques mettre en place pour que ça soit un levier de transformation durable et ça soit une réussite. Le premier point qu'on voulait mettre en avant, c'était donc l'intégration de l'IA dans la stratégie RSE directement et pas à côté. C'est vrai que trop souvent, en fait, on voit l'IA comme un simple outil d'efficacité, mais si on veut qu'elle soit vraiment acceptée et qu'elle crée de la valeur durable dans l'entreprise, il faut la lier directement à la stratégie RSE de l'entreprise et pas à côté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut utiliser l'IA pour réduire l'empreinte carbone des activités, améliorer l'accessibilité des services ou garantir plus de transparence, par exemple, il ne faut pas avoir une stratégie IA et il faut l'intégrer à la stratégie RSE. Le deuxième point, c'était l'implication des parties prenantes, donc de toutes les parties prenantes, à la fois vos salariés,
mais aussi en amont et en aval de votre chaîne de valeur, donc que ce soit les partenaires, les fournisseurs en amont et les clients en aval. L'IA suscite souvent des craintes, hein, là on en a un peu parlé, donc par exemple la peur de la perte d'emploi, les inquiétudes sur la surveillance, le manque de compréhension parfois aussi. Et donc pour pallier ce problème, la clé c'est quoi? C'est l'implication dès le départ. Donc ça va passer par des ateliers, des enquêtes, des tests pilotes auprès des utilisateurs. Il faut écouter la voix des salariés qui vont utiliser ou, entre guillemets, subir ces outils, ces implémentations. Et aussi les clients qui vont voir un changement dans leur relation avec l'entreprise. Il faut le prendre en compte car c'est vrai que le relationnel humain est souvent privilégié et favorisé. Et si la mise en place, par exemple, de bots, ça peut être mal vu. Et les partenaires également doivent s'intégrer dans cette dynamique, et donc il doit y avoir vraiment une co-construction du projet. Le troisième point, pour soutenir d'ailleurs les deux points précédents, ça peut être la mise en place de comités IA, mais transverses. C'est-à-dire que l'IA, on l'a vu, c'est pas un sujet uniquement technique, ça touche à la fois la donnée, donc la souveraineté, les ressources humaines, la conformité réglementaire et voilà, d'autres impacts sociaux. Et donc de manière générale, il est vraiment indispensable de contrôler tout ça, et donc la mise en place de comités transverses, ça peut être un moyen. Donc à la fois en intégrant des représentants, donc par exemple de l'IT, des RH, un DPO délégué à la protection des données, ou même le CSE. Quatrième levier qui va être important pour faire de votre transformation une transformation durable, ça va être la formation des équipes. On en a un petit peu parlé précédemment, mais ça va être le développement et j'ai même envie de dire la systématisation d'une culture du doute, c'est-à-dire douter de l'IA. Un autre facteur clé, l'IA, on en a parlé, peut produire des résultats qui sont voilà, impressionnants, c'est bien structuré, c'est beau, mais il y a des erreurs en termes de probabilité, hein, Calista en a parlé, et donc c'est vraiment crucial de former les équipes sur cette culture du doute. Pourquoi l'IA me donne cette recommandation? Quels biais peuvent se cacher derrière les données? Voilà, c'est tout ça qu'il faut apprendre aux salariés. Cinquième point, donc, ça va être aussi l'adaptation, l'adoption d'une démarche de progrès. Pour ça, il y a des choses qui existent. On va le voir d'ailleurs par la suite un peu plus en détail. Mais par exemple, il y a des labels numériques responsables. Donc, mettre en place l'IA, c'est pas un projet figé. C'est du progrès continu en fait. Une des bonnes pratiques possibles, ça peut être de se référer à des cadres de confiance. Donc c'est des labels, des normes et qui peuvent justement évaluer régulièrement les enjeux et donc pour adapter vos risques et vos plans d'action qui vont en découler. Enfin, le dernier levier qui peut être mis en place, ça va être la réalisation d'audits éthiques pour penser de manière générale à la souveraineté. On ne peut pas parler d'IA sans parler de la souveraineté des données, évidemment. Les questions qu'on se pose derrière, c'est qui contrôle les algorithmes, où sont stockées les données, aussi quels fournisseurs technologiques sont utilisés. Et toutes ces questions, en fait, elles vont être essentielles, surtout dans le contexte géopolitique actuel, où les données sont un enjeu stratégique et même l'IA est un enjeu stratégique. Hein. On voit la guerre qui fait un peu rage avec les Américains OpenAI, les Mistral sur l'Europe, etc. Enfin, chaque pays développe un petit peu son IA avec ses spécificités. Et donc, il faut faire vraiment faut faire attention à ce que les données ne soient pas confidentielles, ne tombent pas dans le domaine public ou alors soient appropriées par l'entreprise de IA en question. Donc en résumé, intégrer l'IA dans une entreprise, c'est pas seulement un challenge technique, c'est aussi un projet de co-construction qui va être fait, qui va devoir être fait en collectif. Ça va être aussi un projet stratégique qui va devoir être intégré dans une stratégie à part entière. Et enfin, c'est aussi une notion d'éthique pour la conservation de la souveraineté de la donnée. Hop. Et donc, pour mettre en place...
Pour mettre en place toute cette démarche, il faut pouvoir s'outiller, avoir les bons outils, les bonnes pratiques à mettre en place pour avoir un IA qui va être plus responsable, on va dire. Et la première chose avec laquelle on peut s'outiller, c'est la réglementation. Donc, on va parler de l'AI Act, qui est la première législation générale dans le monde. Et c'est une législation européenne. Et son but, c'est d'encadrer le développement de la mise sur le marché et l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Elle marche avec une approche fondée sur les risques. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle va lister des IA qui vont avoir un risque inacceptable, comme la notation sociale ou l'exploitation de vulnérabilité chez des personnes quelconques. Et on va interdire ces types d'IA-là. Et ensuite, pour des risques minimales, c'est-à-dire des IA qu'on peut utiliser dans tous les jours, donc qui ne sont pas listés dans les risques, sont acceptés. Ensuite, la première étape pour former ces équipes, c'est de les sensibiliser sur les enjeux de l'IA. Et pour ça, on peut utiliser la bataille de l'IA, qui est un atelier ludique pour comprendre les enjeux de l'IA générative, et c'est-à-dire l'environnement, la société, le biais, la fiabilité et la société. Ah, j'ai mis 2 fois de société, ça veut dire qu'il y a c'est pas grave. En fait, cet atelier-là, c'est vraiment pour offrir un espace de discussion pour pouvoir parler de l'IA et voir quelles sont les conséquences de l'utilisation de l'IA et voir ce qu'on en pense, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Ensuite, l'outil technique qu'on peut utiliser. Ici, je vous ai fait une liste qui va du moins technique au plus technique. Du coup, il y a le premier qui va peut-être parler à tout le monde et après, ça va être de plus en plus technique. Donc, le premier, c'est un comparatif de modèles d'IA qui a été créé par Hugging Face. Vous voyez sur le tableau que c'est un comparatif en fonction du score énergétique des IA. Et on voit que, par exemple, que c'est trié du high to low, du coup on peut comparer les différentes IA. Je vous laisserai jouer avec cet outil si vous voulez, il y a le lien sur la présentation qu'on va vous envoyer après. Le prochain outil s'appelle Ecologits. Donc c'est une librairie Python qui suit la consommation en énergie de l'impact environnemental de l'IA. Donc c'est une librairie que vous pouvez implémenter pour voir si quand vous implémentez une IA, quel est son impact et comment est-ce que ça évolue en fonction de son utilisation. Mais aussi c'est pour voir l'impact des IA que vous pouvez utiliser. C'est surtout pour des IA LLM, mais voilà, ça c'est un outil qui peut être utilisé. Ensuite, le dernier outil, c'est un outil qui est développé par Resilio, qui s'appelle Database, et c'est une base de données dynamique d'impact environnemental d'équipements numériques. Ce que ça veut dire, c'est que ça donne l'impact environnemental personnalisé des équipements. Dans notre cas, les équipements qui vont être le plus pertinents, ça va être les serveurs, parce que par exemple, si vous implémentez vous-même vos IA chez vous, en fonction de l'impact, ça va permettre de prendre les serveurs, donc l'IA. Ici, c'est vraiment une liste très courte des outils que vous pouvez utiliser. Donc, je vous ai aussi mis la liste d'outils. Décidément, on n'a pas de chance aujourd'hui. Calista, on ne t'entend pas. Donc, je pense que le réseau est assez instable et je pense qu'elle nous entend. Donc, ouais, on était sur la partie référentielle de bonnes pratiques. Du coup, on n'a pas entendu le début de ta prise de parole. Oui, désolée, ça bug des fois, c'est pas grave. Donc oui, on a des référentiels de bonnes pratiques pour savoir comment il faut mettre en place l'IA, qu'est-ce qu'il faut, donc quelle stratégie il faut mettre en place, etc. Et pour ça, on a 2 référentiels qui sont très intéressants à implémenter ou à utiliser. C'est le guide de l'INR qui s'appelle LIA 31, ou sinon un guide IA éthique et responsable, et aussi l'AFNOR Spec, qui est un référentiel général pour l'IA frugale.
On n'aura pas le temps de développer et voir ce qu'il y a dedans, mais je vous conseille très fortement d'aller les voir si vous implémentez des projets IA. Et je laisse finir Mathilde avec le dernier outil. Alors du coup, ça, c'est un outil gratuit qu'on vient de sortir avec Carbo. Donc c'est un toolkit. Donc l'objectif, en fait, ça va être de vous donner des bonnes pratiques, des comparatifs, des outils, des quiz aussi à partager en interne pour essayer de sensibiliser au maximum du coup les collaborateurs. Et il y a un petit point aussi sur l'histoire de l'IA pour un peu de culture quand même, c'est toujours plus sympa. Donc le lien sera disponible dans la présentation que je vous enverrai juste après, qui sera envoyée en même temps que le replay. Donc n'hésitez pas à le consulter, à le partager, et puis à en faire du coup bon usage. Donc c'est la fin de cette présentation. Je suis très contente qu'on ait pu tacler ce sujet de l'IA. Donc là, c'était un petit peu un premier échange sur le sujet parce que je pense qu'on peut parler de plein de choses. Et on va pouvoir passer aux questions assez rapidement parce qu'on a un tout petit peu dépassé. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et je crois qu'il y en avait plusieurs, notamment pour toi, Benjamin, je crois, pendant ta prise de parole sur comment limiter l'impact écologique de l'IA dans une entreprise en raisonnant son usage. Y a-t-il des bonnes pratiques, méthodes qui sont proposées actuellement? Je crois que c'était assez relatif à la partie 2, du coup. Donc, si jamais tu veux rajouter des éléments. Oui, effectivement, ça, on l'a vu, on l'a évoqué un petit peu après, mais sur la partie environnementale, pour limiter les impacts, c'est vraiment faire des analyses de risque en amont de vos projets, les systématiser, et aussi, vous pouvez ne pas hésiter à utiliser des outils pour faire des modélisations de vos trajectoires carbone lors de l'implémentation de l'IA, soit dans vos services ou dans vos produits. Et Ouais, tu voulais rajouter quelque chose aussi, Calista? oui, désolée, ça a rebugué. En fait, le meilleur moyen de limiter son impact, c'est de questionner à chaque fois si on a vraiment besoin de l'IA ou pas. Parce que l'IA, c'est quand même bulldozer pour faire une tâche. Donc, la meilleure IA, c'est celle qu'on n'a pas souvent. Ou sinon, d'avoir des IA très spécifiques. Parce que comme c'est des IA très spécifiques, ça va être plus facile d'avoir un meilleur résultat. Et aussi, ça sera une IA plus légère. Donc, c'est comme ça qu'on peut limiter l'impact. Sinon, il y a tout décrit dans les référentiels que je vous ai présentés juste avant. Et aussi, ça peut être une action, alors c'est pas la plus grosse partie des émissions, mais ça peut être aussi favoriser des modèles qui sont déjà entraînés pour éviter la phase d'entraînement aussi qui est assez énergivore. Super, merci pour la réponse à cette question. Il y en avait une autre aussi qui se rejoint un peu du coup avec celle à laquelle on a répondu, mais c'est avec tous les impacts environnementaux et sociaux générés par l'IA, comment peut-on l'intégrer à une stratégie RSE pour rester cohérent? Donc là, je pense que ça reprend un peu ce qu'on a dit dans la partie 1. Je ne sais pas si Benjamin ou Kélissa voulaient commencer à prendre la parole, peut-être que je compléterai. Kélissa, tu veux prendre la parole Moi, ce que ça m'inspire, c'est de rédiger une charte IA, parce que comme ça permet de voir comment est-ce qu'on utilise l'IA et d'avoir des standards dans l'entreprise pour pouvoir dire ce qu'on accepte ou pas. Et en fait, ça donne le lab pour voir comment est-ce qu'on utilise l'IA. Et ça permet aussi de tellement prendre conscience qu'il y a quelque chose avec l'IA qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, et que si on a une charte, ça permet de cadrer tout ça. Tout à fait. Et pour compléter cette charte, c'est vraiment, on en a parlé, mais la mise en place de comités et l'intégration directement à la stratégie globale de l'IA. Et je rajouterais aussi sur la partie intégrer une stratégie RSE, c'est vraiment de bien l'intégrer aussi dans son bilan carbone, donc via des ACV pour de l'éco-conception par exemple. Donc c'est vraiment essayer de le faire dès l'entrée de jeu, avant même en fait son utilisation aussi. Donc afin du coup de rester bien cohérent sur la stratégie RSE. Alors je pense qu'on va sélectionner peut-être une dernière question vu qu'on a un petit peu dépassé le temps. Je regarde ce qu'il y a qui tombait un peu en dernier.
Que pensez-vous des récentes études qui indiquent qu'on met plus longtemps pour effectuer les mêmes tâches avec l'IA? Et pouvez-vous expliquer comment l'IA peut créer aussi davantage d'emplois? Je ne sais pas, Benjamin, je crois qu'il y a un truc qui concernait ta partie. Ouais, excuse-moi, alors je n'arrive pas à trouver la question. Est-ce que tu pourrais la répéter, s'il te plaît? Alors, en gros, c'est pouvez-vous expliquer comment l'IA crée plus d'emplois? Donc, ça, c'est une question d'Agnès qui a été posée au tout début. Ok. Alors, c'est via, en fait, c'est notamment sur les emplois liés au numérique. Donc, il y a vraiment un glissement des compétences recherchées par les entreprises. Et comme l'IA va jouer un rôle prépondérant dans les années à venir, les entreprises recherchent de plus en plus de personnes compétentes sur ces sujets-là. Et la part des services ou des produits enfin, qui vont impliquer de l'IA va être de plus en plus conséquente. Et donc, in fine, un besoin majeur de postes. Si ça vous intéresse aussi, on peut vous Et transmettre est-ce que je les pourrais études rajouter sur en cette général. partie? Ouais, vas-y, Kaysa. Pardon, vas-y, Kaysta, ouais. Pas de souci, pas de souci. Pour ajouter sur cette partie-là, c'est que il y aura aussi un changement dans les emplois parce que c'est assez difficile de voir quels sont les changements, mais ce qui peut être sûr, c'est qu'il y aura une intensification des métiers. Par intensification, je veux dire que comme avec l'IA, on va s'attendre à être plus performant. En fait, on va devoir travailler beaucoup plus vite. Du coup, ça, c'est pour les emplois en général, pas que pour les emplois numériques. Et comme on va s'attendre à ce que les personnes puissent réaliser des tâches beaucoup plus performantes, en fait, donc il y aura les deadlines qui vont passer beaucoup plus rapidement. Et ça veut dire qu'on a une intensification et ça augmente le risque de burn-out et de choses qui sont liées à ça. Tout à fait. Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que de manière générale, tous les chiffres là qu'on vous a présentés, c'est à prendre avec du recul, parce que c'est des études qui ont été faites depuis récemment et on a assez peu de vision de long terme. Aujourd'hui, on a besoin encore de consolider tout ce qu'on aperçoit pour vraiment consolider les résultats. Exactement. Et je rajoutais à ça que là, on a parlé surtout des métiers dans le numérique, etc. Mais qu'aujourd'hui, ça impacte aussi négativement, malheureusement, des métiers comme par exemple les designers, les graphistes. Enfin, ça, on le voit aujourd'hui, je pense. Donc, évidemment, ce sont des chiffres à prendre avec beaucoup de recul. Et s'il y a une dernière question, ou sinon, je pense qu'on va clôturer le webinaire. Et si vous avez d'autres questions, vous avez nos emails sur la présentation. Donc, comme ça, vous pourrez nous les envoyer a posteriori. On se fera un plaisir de vous répondre. Et aussi, vous recevrez bien sûr la présentation avec tous les liens dont on a parlé, donc notamment les boîtes à outils présentées par Calista et moi, les différentes études aussi présentées par Benjamin, pour que vous puissiez du coup en prendre connaissance et le partager aussi en interne si vous le jugez utile. J'ai une dernière question qui peut être peut-être intéressante pour clôturer de Léna sur comment faire une bonne charte IA. Une bonne charte IA. Alors, je me permets de prendre la main, mais vous pourrez compléter derrière Mathilde et Calista. Mais pour la rédiger, faut se baser aussi sur tout ce qui est normes et référentiels qui sortent aujourd'hui, sur l'aspect réglementaire, conformité réglementaire aussi, qui va se renforcer grandement à l'avenir. Et pour ça, il y a soit ça nécessite de la formation en interne de votre entreprise, soit vous pouvez aussi mandater des experts externes qui sont plus au fait, à jour, on va dire, sur les actualités liées à l'IA. Calista, si tu veux compléter. T'as tout dit, c'est super. T'as tout dit. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On s'excuse encore pour les petits problèmes techniques qu'on a eus. Et puis, rendez-vous par email où je vous enverrai du coup la présentation avec les différents éléments. Et bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Bon après-midi tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Merci.